Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Urbain, je suis très honoré qu'on m'ait invité à animer cette session. Donc les intervenants de cette session sont le docteur Sarah Sportisch, qui est praticien hospitalier au centre expert bipolaire de l'hôpital Fernand Vidal depuis 2011, qui est responsable du programme d'éducation thérapeutique de cette unité et auteur de nombreux articles et communications sur ces thèmes. Elle va nous présenter les éléments diagnostiques du trouble bipolaire. Nous aurons également le docteur Myrna Saloum, médecin généraliste à SOS Médecins, président de la commission scientifique de SOS Médecins France, maître de stage des universités, et qui interviendra sur le rôle de la famille. Le docteur Clotilde Kowalski, médecin généraliste, chef de clinique universitaire au département de médecine générale de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, auteur d'une thèse dirigée par Yannick Morvan, ici présent et qui va nous succéder. Elle va nous parler de l'intérêt du dépistage précoce, notamment de l'apport des neurosciences et également des freins à cette prise en charge précoce. Moi-même, Frédéric Urbain, je suis installé depuis une bonne vingtaine d'années, maître de conférences associé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, anciennement directeur médical adjoint au réseau santé mentale, Yvelines Sud, et participant au groupe de travail de la HAS sur la dépression chez l'adulte et l'adolescent. Je vous présenterai des notions sur le fonctionnement de la médecine générale. Sarah, à toi. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, l'association Argos 2001 ainsi que la Fondation Fondamentale pour l'organisation de ces journées et également pour m'avoir invité. Je vais vous présenter moi aujourd'hui les éléments diagnostiques du trouble bipolaire et l'importance de la détection de ces troubles bipolaires par les médecins généralistes. Alors, brièvement, quelques rappels sur le trouble bipolaire. C'est un trouble de l'humeur chronique récurrent qui associe des phases d'humeur de type haut et bas. Les hauts sont caractérisés par des phases d'expansion de l'humeur associées à une augmentation de l'activité et de l'énergie. En fonction de l'intensité et la durée de ces phases, on parlera de manie ou d'hypomanie. Les épisodes maniaques sont des phases intenses d'expansion de l'humeur, souvent associés à des symptômes psychotiques, c'est-à-dire des symptômes délirants, aboutissant le plus souvent du coup à des hospitalisations. Les périodes d'hypomanie sont plutôt des phases d'expansion de l'humeur plus mesurées, plus modérées en termes d'intensité et de durée. Les phases de bas sont des baisses de l'humeur associées à des baisses d'énergie et d'activité. Il existe deux grands types de troubles bipolaires. Les troubles bipolaires de type 1, constitués par la présence d'au moins un épisode maniaque, qu'il y ait ou non des épisodes dépressifs associés. Les troubles bipolaires de type 2 impliquent la présence d'excitations plus mesurées, les hypomanies, et la présence aussi d'épisodes dépressifs. Ces troubles bipolaires ont une fréquence dans la population générale autour de 2% en France. C'est un chiffre qu'on retrouve également dans d'autres pays d'Europe, aux États-Unis et en Asie. Le début de la maladie est le plus souvent précoce, à l'adolescence ou chez le jeune adulte, environ autour de 15-25 ans. C'est un trouble qui est potentiellement grave, le risque suicidaire est important et il y a souvent de nombreux troubles associés au trouble bipolaire. Des troubles psychiatriques, le plus souvent les addictions, les troubles anxieux, mais également des troubles non psychiatriques qui sont les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique. C'est un trouble chronique récurrent qui peut être associé, qui peut avoir des conséquences psychosociales importantes et être responsable d'un handicap psychique reconnu. Alors que pourtant, il existe un arsenal thérapeutique médicamenteux, non médicamenteux, qui peut, une fois que le diagnostic est posé et que le traitement est enclenché, améliorer significativement le pronostic des patients. Alors, pourquoi qu'est-ce qui est difficile avec le trouble bipolaire? C'est que souvent les patients sont en errance diagnostique. Le début de la maladie est précoce et pourtant le diagnostic est souvent tardif. En moyenne, il y a 10 ans de retard à ce diagnostic. C'est-à-dire qu'après un premier épisode de décompensation de l'humeur, la mise en place du traitement approprié, qui sera un thymorégulateur, ne sera faite que 10 ans plus tard. En moyenne, les patients vont consulter 4 médecins différents avant la pose du diagnostic et plus de 3 diagnostics vont leur être évoqués avant celui de trouble bipolaire. Ce n'est pas une minorité de patients qui est concernée par ces errances diagnostiques, c'est plutôt une majorité. Environ 2/3 des patients vont rapporter ces errances diagnostiques. Alors un petit peu plus en détail, quels sont les diagnostics qui sont évoqués avant celui du trouble bipolaire?
Donc cette étude-là que vous voyez ici a été parue en 2003, portait sur 400 patients bipolaires, membres d'une association américaine de troubles de l'humeur. Et pour 69% d'entre eux, un diagnostic initial erroné était posé, le plus souvent au profit de la dépression ou du trouble unipolaire, qui est donc la dépression récurrente. Donc vous voyez sur le schéma ici les différents troubles qui ont pu être évoqués avec leurs différents pourcentages. Donc dans 60% des cas, c'est plutôt une dépression ou un trouble unipolaire qui est évoqué. Dans 26% des cas, un trouble anxieux. Et entre 14 et 20%, soit la schizophrénie, soit des troubles de la personnalité, soit le mésusage d'alcool. La somme ne fait pas 100% est supérieure à 100% parce que plusieurs de ces diagnostics peuvent être évoqués, soit en même temps, soit l'un après l'autre. Alors en quoi ces errances diagnostiques des patients bipolaires concernent les médecins généralistes ? Tout simplement parce que 80% des dépressions sont diagnostiquées et traitées par les médecins généralistes. Et que pour au moins un tiers de ces dépressions, ce ne sont pas des dépressions unipolaires, mais plutôt des dépressions bipolaires. De plus, la prévalence du trouble bipolaire chez les patients qui consultent leur médecin généraliste, quel que soit leur motif de consultation, est évaluée plus importante que de la population générale. 2 études ont retrouvé cet élément-là. 2 études portant sur, d'une part, 10 000 patients et l'autre, 9 000 patients. Donc, chez des patients en salle d'attente, attendant une consultation avec leur médecin généraliste, on a évalué la prévalence du trouble bipolaire à environ 4% pour la première et 8% pour la deuxième. Ce qui représente donc des chiffres de prévalence 2 à 4 fois plus importants que dans la population générale. La détection de cette dépression comme étant une dépression bipolaire est un enjeu thérapeutique important puisque le traitement qui sera mis en place sera différent si on est devant une dépression bipolaire par rapport à si on est devant une dépression unipolaire. Alors, comment on peut expliquer ces errances diagnostiques ? Peut-être en partie parce que le diagnostic de trouble bipolaire, même s'il a l'air simple comme ça sur le papier, est en fait pas si simple à poser. Donc, voilà, le début est souvent précoce, entre 15 et 25 ans. Je l'ai dit en introduction, il y a plusieurs troubles psychiatriques comorbides qui peuvent être associés. Donc la présentation clinique d'un patient à l'autre peut être très différente, ce qui peut un peu flouter le diagnostic. Et en plus, souvent ce trouble psychiatrique comorbide peut être le motif principal de consultation. Les addictions, les troubles anxieux constituent un motif important de consultation et le clinicien s'oriente vers l'un ou l'autre de ces diagnostics et passe à côté parfois du diagnostic de l'humeur sous-jacent. Également, lorsqu'il y a des symptômes psychotiques, des symptômes délirants qui peuvent être fréquemment associés dans les épisodes aigus du trouble bipolaire, on peut être orienté vers d'autres diagnostics psychiatriques tels que la schizophrénie. Autre élément important de la complexité du diagnostic, c'est la prédominance des épisodes dépressifs chez les patients bipolaires. 90% des patients bipolaires ont plutôt tendance à faire des dépressions que des périodes d'excitation. Et il n'existe pas de critères diagnostiques spécifiques pour la dépression bipolaire. Un épisode dépressif, qu'il soit de nature bipolaire ou unipolaire, aura les mêmes critères diagnostiques. C'est plutôt dans le trouble bipolaire la récurrence et le côté épisodique qui permettra de porter le diagnostic. Enfin, dernier point extrêmement important dans la difficulté du diagnostic, c'est la difficulté du diagnostic rétrospectif des périodes d'hypomanie. En général, ces périodes d'exaltation légère ne sont pas perçues par les patients, et si elles sont perçues, elles ne sont certainement pas considérées comme pathologiques. Pourtant, la recherche de ces hypomanies est un élément très important du diagnostic, car en présence d'une symptomatologie dépressive, le fait d'identifier rétrospectivement des périodes d'hypomanie permettra de porter le diagnostic de trouble bipolaire. En plus, c'est une situation qui concerne particulièrement les médecins généralistes, parce que quand on est dans le cadre d'un trouble bipolaire de type 1, le patient va faire un épisode maniaque, souvent avec une symptomatologie assez bruyante. Souvent, ça amène à une hospitalisation, plutôt en psychiatrie, et le patient va alors être pris en charge par des psychiatres. Dans le cadre d'un trouble bipolaire de type 2, les patients auront plutôt tendance à consulter en période de dépression, et finalement, ils auront tendance également à consulter fréquemment leur médecin généraliste. Et c'est dans cette situation-là qu'il faudra essayer d'identifier si dans les antécédents, il y a une hypomanie. La recherche d'une hypomanie passe par l'interrogatoire à l'aide d'identification de périodes d'exaltation modérée de l'humeur, mais en rupture par rapport au fonctionnement habituel des patients. Parfois, pour guider l'interrogatoire, on pourra utiliser des questionnaires, des outils de diagnostic un peu spécifiques,
Par exemple, le questionnaire que je vous ai représenté ici, le MDQ, pour Mood Disorder Questionnaire, qui a été développé par Hirschfeld, qui est un auto-questionnaire, donc les patients peuvent y répondre tout seuls. C'est un auto-questionnaire assez rapide, 13 items, qui sont basés sur les critères diagnostiques de la manie, et un score supérieur ou égal à 7, c'est-à-dire qu'il y a au moins 7 items de manie qui sont présents en même temps, orientent fortement vers l'existence d'un trouble bipolaire. Si on n'arrive pas à retrouver d'antécédents d'hypomanie devant un épisode dépressif, même si, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de critères diagnostiques spécifiques de la dépression bipolaire par rapport à la dépression unipolaire, il existe quand même des indicateurs de bipolarité. Par exemple, si une dépression survient avant l'âge de 25 ans ou chez les femmes en période de postpartum, c'est un argument indicateur, en tout cas en faveur d'un trouble bipolaire. Les antécédents également, les antécédents personnels multiples de dépression, les antécédents familiaux de troubles bipolaires et unipolaires, de troubles de l'humeur en général, sont des arguments en faveur d'un trouble bipolaire. Également la personnalité du patient, en cas de personnalité hyperthymique, c'est également un argument en faveur d'un trouble bipolaire. Après, sur la symptomatologie précise de l'épisode dépressif, il y a quand même certains critères qui orientent vers le diagnostic de trouble bipolaire. Par exemple, la présence de caractéristiques atypiques, qui sont l'hyperphagie, le fait de manger plus, l'hypersomnie, le fait de dormir plus, surtout si ces caractéristiques sont associées à un ralentissement psychomoteur important. Également, la présence de caractéristiques de mixité, l'agitation, l'hyperréactivité émotionnelle, l'irritabilité. La présence de caractéristiques psychotiques plutôt congruentes à l'humeur, c'est-à-dire qui sont plutôt en rapport avec l'humeur présentée par le patient. Les conduites suicidaires importantes sont des arguments symptomatiques en faveur d'un trouble bipolaire. Enfin, sur la cinétique de l'épisode de dépression, en cas de dépression bipolaire, on aura plutôt tendance à avoir un début et une fin d'épisode plutôt brutaux. Ce sont des patients qui vous racontent « hier j'allais bien, ce matin je me lève et ça ne va pas du tout ». Alors que dans la dépression unipolaire, c'est plutôt plus insidieux, l'installation du tableau dépressif. Le dernier élément indicateur de bipolarité, c'est la réponse atypique aux antidépresseurs. Souvent, dans le cadre de dépression bipolaire, on n'a pas une réponse habituelle attendue aux antidépresseurs. Parfois, on n'a pas de réponse, voire on a un épuisement après une amélioration initiale, ce qui peut faire évoquer un diagnostic de dépression résistante. Et devant un diagnostic de dépression résistante, il faut systématiquement évoquer un trouble bipolaire. Les antidépresseurs peuvent également aggraver les symptômes, faire émerger ou aggraver des idées suicidaires, faire émerger ou aggraver des symptômes mixtes. Enfin, les antidépresseurs peuvent provoquer une espèce de réponse trop rapide, trop brutale, voire induire un virage de l'humeur, auquel cas on n'est plus dans le cadre d'un indicateur de bipolarité, mais bien dans le diagnostic du trouble bipolaire. Donc, en résumé, la démarche diagnostique du médecin généraliste devant un trouble de l'humeur, elle est de deux types. Soit devant un épisode maniaque, le diagnostic de trouble bipolaire est posé, et là le patient est le plus souvent référé à un psychiatre et souvent par les urgences. Dans le cadre d'un épisode dépressif, il faut rechercher assez minutieusement des antécédents d'hypomanie, voire utiliser des questionnaires. Et puis, si on ne retrouve pas d'antécédents hypomaniaques, il faut essayer de rechercher des indicateurs de bipolarité qui pourront orienter vers le diagnostic de trouble bipolaire. Là encore, parce que la prise en charge thérapeutique est différente si on est dans le cadre d'une dépression bipolaire. Alors, juste un petit point sur la situation particulière des adolescents, parce que on sait qu'il existe des variations de l'humeur importantes qui sont le plus souvent non pathologiques à l'adolescence. Pour autant, le trouble bipolaire, lui aussi, peut débuter à l'adolescence. Et souvent, quand un adolescent va mal, le premier interlocuteur, ça sera le médecin généraliste. Du coup, le diagnostic passera par le recueil d'informations auprès de proches, de personnel de santé, à la recherche, toujours comme en cas de décompensation de l'humeur, d'une rupture par rapport à un fonctionnement antérieur, l'évaluation des symptômes et le retentissement. Le tableau clinique présenté par les adolescents est plutôt constitué d'épisodes mixtes, c'est-à-dire où coexistent des symptômes de dépression et des symptômes d'excitation, voire d'une alternance de ces symptômes de l'un à l'autre, plus de symptômes psychotiques, plus de symptômes délirants. Ainsi, il faut être vraiment attentif aux modifications comportementales présentées par les adolescents, telles que la prise de substances, la conduite à risque, le repli sur soi, le décrochage scolaire.
Enfin voilà, pour conclure, quelques messages importants. Le médecin généraliste tient vraiment un rôle clé dans la détection des troubles bipolaires chez l'adolescent, mais aussi chez l'adulte dans les formes plutôt plus atténuées en termes d'excitation, forme de bipolaire de type 2. Devant tout épisode dépressif, il faut systématiquement rechercher des antécédents d'hypomanie, éventuellement à l'aide de questionnaires, et il faut également rechercher des indicateurs de bipolarité. Après, il faut systématiquement penser aux troubles bipolaires devant un trouble comorbide potentiel, en premier lieu les addictions et les troubles anxieux. Il faut aussi systématiquement y penser devant tout passage à l'acte suicidaire. Enfin, le rôle du médecin généraliste, évidemment, ne s'arrête pas à la détection diagnostique. Il peut être impliqué tout au long de la prise en charge des patients bipolaires. Et d'ailleurs, moi, en tant que psychiatre de centre expert, j'ai plutôt des relations avec les médecins généralistes, pas tellement dans le cadre du diagnostic, les patients étant plutôt référés par des psychiatres au centre expert bipolaire, en tout cas dans celui dans lequel je travaille, mais plutôt dans la surveillance au long cours des patients bipolaires sur les comorbidités potentielles qu'ils peuvent avoir, sur la tolérance et l'efficacité des traitements. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour, merci Sarah pour ton diaporama qui va me permettre de bien rebondir avec le mien qui suit. Donc moi, docteur Kowalski, je suis médecin généraliste et je vais vous parler un petit peu de différents aspects. En premier lieu, je vais vous donner quelques chiffres clés d'épidémiologie mondiale pour savoir un petit peu de quoi on parle, à la fois dans les troubles bipolaires et dans les troubles psychiatriques de manière générale. Dans un deuxième temps, je vais vous apporter des éléments de neurosciences et de neurodéveloppement pour comprendre comment s'organise notre cerveau au cours de la vie. Et enfin, je vous proposerai de vous intéresser à une nouvelle approche, en psychiatrie en tout cas, qui s'appelle le staging. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé a réalisé des études de grande ampleur entre 2002 et 2008 pour connaître la prévalence des troubles psychiatriques dans le monde, dans différents pays. En fait, elle a trouvé qu'il y avait un gros fardeau sociétal de ces maladies et elle voulait essayer d'établir quelques données épidémiologiques. Ce qu'on voit là, je vous ai compilé quelques chiffres. Évidemment, les études sont beaucoup plus grosses que ça. Ce qui m'intéressait de voir, c'est que globalement, pour tout trouble mentaux, quel que soit le pays, alors j'ai pris des pays comparables au niveau développement économique, on a entre 20 et 45% de la population générale qui est atteinte d'un trouble psychiatrique. Donc ça, quand même, ça interroge, parce que je ne sais pas pour vous, mais c'est lorsque l'on interroge, en tout cas la population générale, ce n'est pas du tout l'ordre d'idées qu'elle a de prévalence des troubles psychiatriques. Je me suis intéressée aussi aux 18-34 ans, comme nous l'a dit Dr Sportisch, parce que finalement les adultes jeunes, c'est intéressant de s'y intéresser et ces chiffres le montrent bien. On voit que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, on a entre 50 et 40% de cette tranche d'âge qui répond aux critères diagnostiques d'une pathologie psychiatrique. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors, normalement, j'avais une autre petite diapositive sur les chiffres en médecine générale, mais je vais vous en parler. Donc, on a l'Observatoire de la médecine générale qui a été mis en place entre 1998 et 2009, qui a été mis en place par la Société française de médecine générale, qui a demandé à des médecins généralistes volontaires de rentrer un petit peu toutes leurs consultations en fonction de ce qu'on appelait des résultats de consultation. Dans cet observatoire, et c'est à la fois redondant et un petit peu contradictoire avec ce que nous a dit le docteur Sportisch, on voit finalement que les médecins généralistes, eux, quand ils cotent leurs résultats de consultation, ils voient très peu de patients bipolaires. C'est étonnant, parce que le docteur Sportisch, elle nous a dit qu'on les voyait beaucoup. Mais alors peut-être qu'ils nous voient pour autre chose ou peut-être qu'on ne les identifie pas. Et puis quand on les identifie, on les identifie après 30, après 40 ans. Là, pareil, le docteur Sportisch nous a dit le diagnostic de trouble bipolaire, ça met à peu près 10 ans à être posé. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a dans nos chiffres quelque chose de pas très cohérent.
Il y a des chiffres clés aussi que j'aime bien rappeler, en tout cas dans la revue que Kessler nous cite, c'est que 75% des troubles psychiatriques débutent avant l'âge de 24 ans. Et en particulier dans les troubles bipolaires, c'est 50% des troubles bipolaires qui débutent avant l'âge de 24 ans. Encore une fois, le docteur Sportisch nous en a parlé, il nous a dit que ça débute tôt. On n'a pas vraiment d'âge, mais ça débute tôt. Et donc, voilà, visiblement, il se passe quelque chose avant 24 ans. Visiblement, c'est une période charnière, et notamment dans le développement des pathologies psychiatriques. Et pour ça, c'est intéressant de savoir comment s'organise le cerveau, parce qu'il y a notamment les neurosciences et le neurodéveloppement qui nous aident un petit peu à comprendre ce qui se passe. Alors voici 3 images qui vous montrent un petit peu les différentes évolutions du cerveau au cours de la vie. Je vais commencer par vous parler un petit peu du graphe en bas à droite, où vous voyez 2 courbes, une courbe rouge qui représente le système limbique et une courbe bleue qui représente le cortex préfrontal. C'est 2 structures différentes du cerveau. On voit que jusqu'à 12 ans à peu près, ces 2 structures évoluent de façon parallèle et homogène et grandissent dans le temps ensemble. Puis il y a un décrochage à peu près à 12 ans, où on voit le système limbique, donc la courbe rouge, impliqué dans la réactivité émotionnelle. Tiens, ça c'est intéressant, entre 12 et 25 ans, adolescent, réactivité émotionnelle, qui d'un coup a une croissance exponentielle. Et puis on voit que le cortex préfrontal va rejoindre tranquillement son développement jusqu'à maturation. Et on voit qu'un petit peu avant 25 ans, les 2 structures cérébrales auront une maturation, seront arrivées à maturité. Dans l'image du haut, ce que je voulais vous représenter, en tout cas ce qui a été représenté, c'est l'évolution de la matière grise au cours de l'évolution. Là, c'est entre 5 et 20 ans. En fait, plus il y a de violet foncé, moins il y a de matière grise. Donc en fait, on voit qu'on perd énormément de matière grise jusqu'à 20 ans. Pour moi, initialement, c'était un peu contre-intuitif quand même. Et enfin, quelques images de neuroimagerie pour nous montrer, pareil, le développement des neurones. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit à l'âge de 5 jours que le développement neuronal, le réseau de neurones, il n'est pas très dense. Ça, jusqu'ici, on s'en doutait. À 6 ans, là, il est super dense, mais très très dense. C'est un filet où il n'y a plus grand-chose qui passe. Et à l'âge adulte, il est moins dense. Donc en fait, si je résume, ce que nous disent les neurosciences, c'est qu'un enfant de 6 ans, finalement, il a beaucoup plus de matière grise que nous et beaucoup plus de neurones. Et que tout ça, ça se modifie après, et plus exactement entre 12 et 25 ans. J'insiste moi aussi un petit peu sur cette période, un peu comme le docteur Sportisch, parce qu'encore une fois, que ce soit l'épidémiologie, que ce soit les neurosciences, on voit bien qu'il se passe quelque chose au moment de l'adolescence. J'aime bien utiliser l'image du docteur Gourion, qu'il a utilisée dans son livre « La fragilité psychique des jeunes adultes », où il compare le cerveau finalement à un jardin. À la naissance, il y a des graines qui sont plantées, et le jardin pousse tout au long de l'enfance. C'est le développement et le neurodéveloppement du cerveau. Puis vient le moment de la taille pour l'organiser en un beau jardin. Et ça, c'est le temps de l'adolescence, c'est le temps de l'élagage neuronal. On se rend compte qu'en fait, à l'adolescence, certains circuits neuronaux sont devenus inutiles et ralentissent le système cognitif. Et donc, il a besoin d'être élagué, il a besoin d'être taillé. Mais on se rend compte aussi que si, par hasard, il y a un facteur extérieur, comme un jardinier maladroit qui ne taille pas bien son jardin, s'il y a un facteur extérieur qui influe sur cet élagage neuronal, on peut aboutir à une fragilité, en tout cas à une vulnérabilité vis-à-vis de certaines pathologies. En comprenant qu'il y a cette période de 12-24 ans qui est un peu vulnérable, un peu fragile, on peut se poser la question de la place du médecin, nous, par rapport à ces maladies psychiques. Et c'est là où j'aimerais aborder avec vous une démarche médicale pour aborder les maladies psychiatriques qui est utilisée dans plein de spécialités médicales, mais pas tellement en psychiatrie, qui est la démarche du staging.
Alors voici une petite diapo pour vous étonner, parce que alors, ça n'a absolument rien à voir avec notre propos d'aujourd'hui. Il s'agit d'une image représentant le développement d'une tumeur vésicale dans le temps. Ça paraît assez évident maintenant, en tout cas admis et dans la communauté scientifique et dans le grand public, qu'un cancer, ça se développe petit à petit en fonction de stades et de grades différents. En fonction du stade et du grade de diagnostic, on a un traitement adapté, on a une thérapeutique différente qui est proposée aux patients. Eh bien, on pourrait faire la même chose finalement en psychiatrie, c'est-à-dire peut-être considérer la maladie dans son ensemble et considérer qu'elle peut évoluer par étapes. Voici une autre image pour essayer d'illustrer mon propos. Ces deux schémas représentent à nouveau le neurodéveloppement, mais aussi les symptômes psychiatriques en fonction de leur intensité au cours de la vie. Ça, c'est la courbe bleue. Puis on voit bien qu'il y a un moment, il se passe quelque chose, on passe du symptôme au seuil de la pathologie. C'est un seuil qui n'est jamais facile à définir. Sur la courbe de gauche, vous avez... de droite, parce que c'était un autre diaporama. Sur la courbe de droite, vous avez à la fois le développement du cerveau au cours de la vie. Donc, en intra-utérin, on a la neurogénèse. Pendant l'enfance, on a la myélinisation des neurones, l'élagage neuronal pendant l'adolescence. Et puis, là, en rose sur le schéma de gauche, vous avez les facteurs extérieurs qui pourraient influer, qui influent sur la neurogénèse et le développement du cerveau. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être dans l'enfance une infection, une hypoxie à la naissance, une isolation, un déménagement qui est mal vécu. On voit bien qu'à l'adolescence, souvent il se passe quelque chose et que notamment tout ce qui est consommation de drogue ou un stress important peut faire passer, en tout cas d'un simple symptôme, à la pathologie. Donc, finalement, pourquoi je vous parle de ce modèle-là ? C'est parce que peut-être que comme on met beaucoup de temps à diagnostiquer, la maladie, peut-être qu'il faudrait qu'on se place en avant, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse de la détection précoce. Et cette détection précoce, il faudrait qu'on trouve des marqueurs, en tout cas des repères, pour pouvoir intervenir, nous, médecins, et notamment nous, médecins généralistes, essayer d'identifier ces symptômes et pouvoir adresser peut-être un peu plus vite. Et donc là, je vais laisser la parole au docteur Urbain, qui va nous parler plus spécifiquement de la médecine générale. Alors, je vais essayer de vous faire quelques présentations sur ce que c'est que la médecine générale. Je vais vous parler un petit peu également de l'EBM et des niveaux de prévention. Alors, sur la médecine générale, là, voilà, c'est une des représentations qui existent. Celle-là, c'est celle de la World Organization of National College of Academic Associations of GP. Bon, voilà. C'est l'Organisation mondiale de la médecine générale. Vous reconnaissez là des schémas assez classiques en pédagogie où on définit les compétences globales et puis les sous-compétences. Quelque chose m'intéresse particulièrement. En bas à droite, vous avez le modèle holistique. C'est un gros mot pour dire que, en fait, en médecine générale, nous faisons une prise en charge globale des patients, que nous prenons la personne dans sa globalité, par opposition aux spécialités d'organes qui vont s'intéresser à un organe ou à une fonction de l'être humain. Dans le cas de la psychiatrie, c'est un peu particulier, parce que le psychiatre s'intéresse à une fonction qui est l'esprit humain, qui est quand même ce qu'on a tendance à considérer comme le siège de notre humanité. Un autre truc important, c'est en bas à gauche, le premier contact. Nous avons des patients non sélectionnés, ça a beaucoup de conséquences. D'une part, parce que nous allons avoir beaucoup de patients qui vont guérir seuls, et ça, il faut qu'on en tienne compte. J'y reviendrai un peu plus tard. Et d'autre part, parce qu'en termes de recherche, ça nous impose des critères différents de la recherche hospitalière. Alors, je voulais vous parler un tout petit peu de l'EBM, parce qu'elle est souvent, par ignorance, souvent diabolisée.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait un diagnostic? Nous avons un contexte. Le contexte, bon, ça peut paraître un petit peu évident. On ne va pas soigner de la même façon quand on est en pleine ville, à côté, à 5 minutes de l'hôpital, ou quand on est en pleine brousse. Si le patient est remboursé ou non, ça va jouer également. Ensuite, on a les attentes et les représentations mentales des patients. Là, il y a beaucoup de travaux très intéressants faits en anthropologie, notamment concernant le fait que le patient a des représentations mentales de sa maladie qui ne sont pas forcément les nôtres. Et que ça, nous allons devoir en tenir compte. Si mon patient est convaincu qu'il est malade à cause d'un manque de vitamines, et que moi j'ai envie de lui mettre un antibiotique, il ne va pas tellement comprendre ma logique. Donc éventuellement, je lui prescrirai peut-être l'antibiotique, mais comme un traitement secondaire. L'expérience du médecin, c'est une expérience qui est évidemment académique. On reconnaît des fois les étudiants de certaines facultés par l'importance qu'ils accordent à une maladie, parce qu'ils avaient un professeur qui était un fanatique de cette maladie-là. Elle est également personnelle. J'ai fait il y a 2 ans une névralgie cervico-brachiale. Il y a des traitements qui ont été efficaces, d'autres moins. Et c'est vrai que je sens bien que j'ai tendance, quand je vois un patient qui souffre de la même chose, à favoriser les traitements qui ont marché chez moi. C'est des représentations classiques. L'essentiel, ce qui est important, c'est d'en être conscient. Et enfin, il y a les données de la science. What else? Je vais y revenir. La cible, c'est ça. C'est d'essayer de viser cet endroit idéal où l'attente du patient, l'expérience du médecin et les données de la science se regrouperaient. En pratique, dans la réalité, malheureusement, il arrive assez souvent que nos 3 sphères n'aient aucun espace commun et que l'exercice médical consiste à essayer de trouver une négociation la moins mauvaise possible. Alors pourquoi j'ai mis What else? C'est pas seulement parce que j'aime bien Georges Clooney. Ce cadre, ces 3 sphères sur un fond de contexte, c'est le cadre de tout soin médical. Et on peut mettre autre chose que les données de la science. Moi, personnellement, c'est mon église à moi. Mais j'admets qu'il y a d'autres églises. Des églises plus ou moins sympathiques. Si vous me dites que vous allez utiliser le thème astral du patient, c'est pas vraiment là mon champ d'activité. Mais par contre, on peut utiliser... Pardon ? Mais il faut le respecter, exactement. Il y a autre chose qui est, à mon sens, très respectable, c'est l'avis d'expert. Alors un expert, c'est quoi? C'est avant tout quelqu'un de brillant, qui a consacré en général une bonne vingtaine d'années de sa vie à fond sur une question, à chercher des solutions, à chercher des réponses. C'est pas n'importe quoi quand même. C'est quelque chose qui est respectable. En général, au bout de 20 ans de sa vie, on le nomme chef et à partir de là, il consacre le reste de sa vie à discuter avec des administratifs. Mais ça, c'est... Bon. L'avis d'expert a plusieurs avantages par rapport aux données de la science. C'est que le cerveau de l'expert lui permet d'acquérir, de prendre en compte certaines nuances qui sont beaucoup plus difficiles à prendre dans la science. Par exemple, quand on fait des études scientifiques, on va prendre souvent des patients purs, qui ont une seule maladie, qui comprennent parfaitement tout ce qu'on leur dit, qui ont une très bonne espérance de vie. Enfin, bon, il y a plein de raisons qui font que voilà, les données de la science, parfois, peuvent être un peu restreintes, alors que, effectivement, l'expert qui a vu passer 1000 patients atteints d'une maladie donnée peut plus facilement prendre en compte les nuances. Et puis, il y a quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais l'avis d'expert a un avantage supplémentaire, il est beaucoup plus stable que l'avis de la science. Dans les données de la science, si aujourd'hui, il sort une étude dont les résultats contredisent ce qui était considéré comme vrai, eh bien, on va, de ce jour, immédiatement changer d'avis. Alors que l'expert, pour le faire changer d'avis, il faut un peu plus longtemps. Bien, enfin, voici une représentation des 4 modes de prévention. Alors, vous voyez qu'il y a une représentation graphique qui est intéressante, c'est un modèle parmi tant d'autres. Vous avez en rangée le fait que le patient se considère ou non comme malade, et en colonne, le fait que le médecin considère qu'il y a ou non maladie. En haut à gauche, vous avez la prévention primaire. Ça comporte le dépistage. Le patient n'est pas malade, il n'a rien. On est d'accord, il ne se sent pas malade. Et notre rôle de médecin, ça va être en partie d'éviter qu'il devienne malade. Et puis en partie de repérer si
il y a des signes avant-coureurs de sa maladie. Là, bien évidemment, la connaissance de la personne va jouer énormément, et comme ça a été très bien dit auparavant, la connaissance de sa famille. Parce qu'il est clair que quelqu'un qui a des antécédents familiaux de troubles bipolaires, on va être particulièrement vigilant chez lui. En haut à droite, la prévention secondaire. Là, le patient a été malade, mais il ne l'est plus. Et ce qu'on va essayer d'éviter, c'est qu'il rechute. C'est le cas typique de la personne qui a fait un épisode dépressif. Et nous, le patient, il se considère fort heureusement comme guéri, mais nous, on sait que ce premier épisode dépressif le met à risque de rechuter. On va être beaucoup plus vigilant, on va lui donner des conseils de prévention, d'hygiène mentale. En bas à droite, vous avez les préventions tertiaires. Alors celle-là nous concerne énormément en médecine générale. D'ailleurs, je crois que c'est un peu la teneur des échanges que Sarah a avec les médecins généralistes. On a des patients qui sont malades, on le sait. Ils sont porteurs d'une maladie, ils le savent également, on est d'accord tous les deux. Et ce qu'on va faire, c'est aller rechercher les complications, aller rechercher les comorbidités, donc en particulier surveiller l'émergence d'un trouble de la personnalité, d'un trouble des conduites, d'une addiction, voilà. Et également du suicide, mais je crois que le suicide, c'est Denis Mayer qui va en parler plus tard, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on est très, très sur la brèche. Je ne vais pas m'attarder sur la prévention quaternaire, qui est un peu une nouveauté. Ça consiste principalement pour les médecins à faire en sorte qu'on ne soit pas trop toxique pour nos patients, que les traitements et même les examens complémentaires qu'on leur prescrit ne leur fassent pas plus de mal que de bien. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Myrna pour la place des familles. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Merci Frédéric. Je vais essayer d'être très brève, plus brève que brève. Et en écoutant en fait un petit peu l'intervention de mes confrères, je vais modifier un tout petit peu ma façon d'intervenir, mais on garde 2 diapos, il n'y a pas grand-chose. Dans le mot médecine générale, on l'a depuis quelques années. Aujourd'hui, ça se remet un petit peu en cause. Appeler le médecin généraliste médecin de famille, et dans le mot médecin de famille, il y a famille. Donc quand on parle, la famille est présente dans toutes les pathologies, mais c'est très particulier dans les pathologies psychiatriques où le rôle de la famille peut être primordial, autant dans le suivi, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais surtout dans la détection. Alors, je vais être très axée, comme l'ont été mes confrères avant, sur la détection très précoce, parce que justement, chez les patients jeunes, qu'ils soient adolescents ou enfants, mais encore aujourd'hui, la bipolarité chez l'enfant, c'est un petit peu compliqué d'en parler, mais si la neuroscience nous montre un jour qu'il y a des repères qu'on peut, ou des choses à détecter, la place des parents, elle est effectivement primordiale, puisque jusqu'à 18 ans, mais même un tout petit peu au-delà, c'est la famille qui emmène. Donc quand je dis la famille, ça peut être les parents, ça peut être l'entourage proche, qui va pousser le patient à consulter, ou en tout cas qui va détecter. Donc plus on va détecter les choses d'une façon précoce, mieux on va soigner, prendre en charge nos patients, et mieux sera le pronostic. Donc meilleur sera le pronostic. Donc c'est pour ça, si on pense qu'il y a des retards diagnostiques, il y a effectivement une sorte de nomadisme, surtout dans le type 2 de la bipolarité, comme le docteur Sportisch a dit. C'est lié particulièrement aux phases d'hypomanie ou à la dépression, qui est entre guillemets étiquetée juste dépression, et c'est là où la famille a toute sa place. C'est là où le médecin généraliste traitant peut, à travers des petits outils, à travers surtout, j'enchaîne sur le patient un peu plus âgé, l'anamnèse. Donc quand le patient il est plus âgé, on peut essayer de lui demander d'avoir un entretien avec son entourage et sa famille pour rechercher des petits indices qui peuvent nous orienter vers une bipolarité qui n'a pas été détectée jusque-là. Et ça, je pense que c'est très important à mettre dans notre schéma
diagnostic thérapeutique, nous, mais aussi à toutes les personnes qui pensent qu'autour d'eux, il y a peut-être un enfant, un adolescent, un jeune, un parent qui a des troubles qui jusque-là sont passés inaperçus. Je ne vais pas revenir sur la liste de tout ce qui est qui sort des choses classiques. Donc, la famille, il ne faut pas hésiter à s'entretenir avec. Évidemment, pour amener le diagnostic, mais aussi pour soutenir le patient, pour le soutenir dans un premier temps, pour le diagnostic initial, mais aussi pour les rechutes. Après, il y aura d'autres discussions sur le suicide, éventuellement pour ça, mais aussi pour toute comorbidité, donc notamment les addictions. La famille a un rôle aussi très important et nous, on a le rôle de penser à la famille, penser à discuter avec la famille et ne pas dénigrer ou ne pas juste se contenter de regarder le patient en tant qu'entité ou qu'électron libre, mais il fait partie d'un entourage qui est très important à prendre en charge. Justement, c'est ce qui, pour moi, est une des clés de la réussite, c'est d'avoir cet échange qui va permettre d'avoir une adhésion. Quand notre patient nous échappe, parfois, on peut avoir son adhésion, on peut le rattraper, entre guillemets, en ayant l'adhésion de l'entourage et en faisant travailler ou en faisant participer l'entourage, justement, et quand on réussit à mieux gérer notre patient, on gère mieux l'entourage et vice-versa dans l'autre sens. Donc là, on déborde un tout petit peu sur au-delà de la prévention et de la détection, mais il faut comprendre que si aujourd'hui on détecte tard et on tombe un tout petit peu en tant que médecin traitant ou spécialiste sur des cas qui sont un petit peu tardifs, il faut remonter la chaîne et pour se dire qu'est-ce qui autour de mon patient peut me permettre d'aller vite et de diagnostiquer, de prendre en charge d'une façon assez précoce le patient. Mais la famille est un élément qui me semble assez primordial. Je vous remercie. Je repasse la parole à Clotilde pour quelques diapos. Merci à vous. Merci Myrna. On a vu en fait qu'en médecine générale, d'abord que le trouble bipolaire, c'est un diagnostic qui est difficile, que les médecins généralistes les voient, mais les diagnostiquent pas forcément. On a vu que la médecine générale, c'était une médecine assez globale, holistique. Et finalement, on se dit il faut du temps pour diagnostiquer, mais pourquoi est-ce que les gens ils viennent pas et pourquoi ils consultent pas? Alors normalement, j'ai une petite diapo avant qui vous montrer quelques chiffres, mais je vais juste vous les dire. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites, que ce soit aux États-Unis, en Europe, auprès des adultes et auprès des jeunes. Mais par exemple, en Europe, 48% des patients avec un trouble psychiatrique et un impact majeur dans notre quotidien consultent un médecin généraliste. En tout cas, un professionnel de santé, pardon. Donc ça veut dire que 52% des patients qui sont impactés dans leur vie quotidienne par leurs troubles ne consultent pas. Ça nous pose vraiment problème. On ne peut pas les soigner s'ils ne viennent pas nous voir. Et donc, il y a justement Gulliver, l'équipe de Gulliver, qui a essayé de répertorier quels étaient les freins au fait de consulter. Globalement, on pourrait en mettre, alors il en manque un sur la diapo, mais moi j'en ai retenu 4. Les freins dus au patient lui-même, les freins dus à la société, au système de soins et aux professionnels de santé. L'individu, d'abord, pour consulter, il faut qu'il se sente malade. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout dans ces pathologies-là. Et c'est même souvent un symptôme, le fait d'ignorer ses soins, d'ignorer son besoin de soins. Ensuite, peut-être que je vais mettre quand même la diapo d'après. Une fois qu'on se sent malade, il ne faut pas avoir peur du traitement. Là, c'est l'électroconvulsivothérapie, là, le truc qui fait peur dans tous les films. Là, c'est l'image du milieu. Et ça, en psychiatrie, on y est quand même, en tout cas en médecine générale, nous qui voyons, en tout cas qui détectons un peu de dépression, on est quand même franchement confrontés à cette peur du traitement.
Voilà. Ensuite, il y a une barrière au niveau de la société. Les maladies mentales, c'est quand même très mal connu de la population générale. Il y a une enquête fondamentale qui a été menée en 2014 et qui retrouve une forte stigmatisation, c'est vraiment le mot, stigmatisation des maladies mentales. C'est-à-dire que 2 Français sur 5 associent la maladie mentale à la folie. Donc moi, tous les dépressifs que je vois en cabinet, ils sont fous. Pourtant, ils ne me paraissaient pas si fous que ça. Voilà, et en plus, une large majorité de la population croit que quand on a une maladie mentale, eh ben, on a besoin d'être aidé au quotidien. Donc en fait, notre vie est fichue si on a une maladie mentale. Donc ça, c'est une barrière vraiment au niveau de la société, c'est-à-dire qu'on a une méconnaissance des pathologies. On a aussi, et ça Frédéric nous en a parlé, un petit peu des barrières au niveau des professionnels de santé. Certains professionnels de santé ne sont absolument pas à l'aise avec les pathologies psychiatriques. Donc ça, déjà que ce n'est pas facile pour le patient de consulter, mais en plus, s'il a en face un professionnel de santé qui lui montre tous les signes qu'il n'est pas à l'aise, il va encore moins en parler. Les études ont montré que plus le professionnel de santé prend en charge des troubles psychiatriques, plus il est à l'aise. Donc, pareil, il y a un petit peu un biais de sélection dans ces cas-là. Et ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on n'a pas de préjugés. On vit tous avec nos préjugés et aussi bien nos préjugés dans la santé mentale. Il y a une étude aussi dont je voudrais vous parler, que je trouvais assez intéressante pour les professionnels de santé face aux adolescents. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que l'adolescence, visiblement, c'est vraiment un moment clé pour prendre en charge les pathologies mentales. Il y a une étude britannique qui nous montre que les médecins ils passent moins de temps avec leurs adolescents qu'avec les autres patients. Forcément, ça nous interroge un peu. Et les arguments qui ont été retrouvés, c'est qu'un adolescent, c'est difficile de consulter avec lui, c'est difficile de discuter. Et puis, une fois qu'on a vu l'adolescent, qu'on a pris le temps de discuter, qu'on repère éventuellement des symptômes, les professionnels de santé, ils se sentent impuissants. Ils ne savent pas comment traiter, ils ne savent pas à qui orienter. Et donc là, ça nous rejoint une autre barrière d'accès aux soins, qui est barrière du système de soins. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise coordination entre les soins premiers et les soins de spécialité, et particulièrement dans cette charnière adolescent, jeune adulte, adulte émergent. On retrouve tous ces termes dans la littérature. Voilà, donc globalement, 4 points. Je suis désolée pour les diapositives qui n'en montrent que 3, mais des barrières d'accès aux soins qui sont dues au patient lui-même qui ne sait pas qu'il est malade ou qui a peur du traitement, à la société qui stigmatise la maladie mentale, au système de soins qui ne permet pas toujours une bonne coordination entre les spécialités, qui ne rémunère pas non plus des consultations qui sont plus longues, et enfin les professionnels de santé qui sont parfois eux-mêmes un peu désœuvrés, soit ne détectent pas assez, soit ne sont pas assez formés, soit sont eux-mêmes victimes de préjugés. Oups, pardon. Et donc, juste, c'était un petit clin d'œil pour parler de la détection précoce. Parfois, on a peur aussi de détecter trop tôt en se disant, si on détecte, c'est qu'on va traiter tout de suite. Alors, l'image de l'IRM, c'est l'image, un jour, on y arrivera à détecter avec l'IRM. Oui, mais du coup, ça va impliquer un traitement horrible juste après. Alors, je préfère ne pas en parler, fermer les yeux et me boucher les oreilles. Surtout, on ne dit rien. Non, l'idée, c'est pas d'aller surmédiquer ou surdiagnostiquer. Notre idée, c'est d'être vigilant. Vraiment, notre rôle à nous, médecins, et particulièrement médecins généralistes, c'est d'être vigilants et de surveiller. On peut prendre ça comme des marqueurs, je ne vais peut-être pas prendre d'exemple, mais comme des marqueurs pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait arriver. Ah, zut. Bon, voilà, il y a juste la petite diapo rigolote pour montrer la stigmatisation de la société. Elle a une dépression, elle ne voulait pas venir bosser, quoi. Ah, cette simulatrice, celle-là, je viens de la croiser, elle allait chez son psy, elle avait l'air très en forme. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend.